On passe à notre second débat qui, ça va se rejoindre sur certains thèmes qui nous plongent dans l'actualité politique de deux grands pays européens, la Suède et l'Italie, confrontés à une forte poussée électorale de l'extrême droite. En Suède, la première ministre a démissionné et le parti nationaliste va peser sur le destin du pays. Civil de lettres. Elle a remis sa démission ce matin. Magdalena Andersson, chef de file de la gauche suédoise, quitte son poste de première ministre après sa courte défaite aux législatives, 173 voix contre 176. Elle a été battue par une coalition inédite, emmenée par les trois partis de droite, mais aussi pour la première fois par l'extrême droite. Un bouleversement d'autant plus important que le parti nationaliste de Jimmie Åkesson est arrivé en tête de sa coalition avec 20% des voix. Il est temps de commencer à reconstruire la sécurité, la prospérité et la cohésion. Il est temps de faire passer la Suède en premier. Héritier d'un groupe néo-nazi fondé à la fin des années 80, le parti nationaliste a fait campagne autour de l'immigration et de l'insécurité. Des thèmes qui ont particulièrement trouvé de l'écho dans les petites villes du sud du pays, où il est arrivé en tête. Une percée électorale qui fait réagir dans les rues de Stockholm. Il se présente en faisant peur aux gens, en disant que ce n'est pas sûr de vivre en Suède. Mais cela ne concerne qu'1 ou 2% des Suédois. Ça fait peur, c'est étrange. Je crois que l'on voit l'idiocratie gagner du terrain un peu partout. C'est désormais Ulf Kristersson, le leader des modérés, qui doit tenter de former un gouvernement. Un numéro d'équilibriste pour cet ancien gymnaste. Je commence maintenant le travail pour former un gouvernement efficace. Un gouvernement pour toute la Suède et tous les citoyens. Reste à savoir si l'extrême droite en fera partie, si les modérés leur ont tendu la main. Les autres formations de droite sont farouchement opposées à l'entrée des nationalistes au gouvernement. La Suède, l'Italie, poussée de l'extrême droite, banalisation de l'extrême droite. On va en débattre tout de suite avec mes invités. Pascale Joannin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. J'accueille Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, géographe, directrice de la revue Hérodote, auteur de L'extrême droite en Europe, publié aux éditions La Découverte. Erwan Lecoeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue et politologue, spécialiste de l'extrême droite. Laetitia Krupa est restée à mes côtés. On vient de le voir, Pascale Joannin, la première ministre sortante, a reconnu sa défaite en Suède. Bon, il y a cette probabilité d'une coalition qui est forte, même si peut-être qu'ils ne seront pas au gouvernement, mais ils vont peser sur la ligne. Bref, on attend encore de voir comment ça va tourner. Il y a cette question de la ligne rouge, de la digue. Est-ce que vous dites qu'elle est en train clairement de disparaître ou de s'effriter? Comment vous l'analysez? Alors d'abord, en Suède... D'abord en Suède, le résultat est très serré quand même. Bien sûr. Il faut le rappeler. C'est-à-dire, on a pendant 3 jours une commission électorale qui a dit « je ne peux pas annoncer les résultats parce que... » C'est un siège près. C'était tellement serré. Et vous avez en effet 2 coalitions. Il y avait une coalition de gauche, une coalition de droite. On va voir l'importance des coalitions quand on reparlera de l'Italie. Donc c'est en effet toute une série de petits partis. Vous avez là-dedans un parti qui est arrivé en tête, le Parti social-démocrate de la première ministre. Oui. C'est celui qui est arrivé en tête. C'est pas le parti social des démocrates suédois. Donc, ils sont arrivés deuxième. Et c'est là où la signification, c'est parce qu'ils sont arrivés deuxième alors qu'ils étaient troisième il y a 4 ans, et qu'ils étaient à 5% il y a 15 ans. 20% des voix. Et qui sont donc le premier parti de cette coalition de droite. Voilà. Pour autant, alors on n'imagine pas que ça puisse exister ailleurs, c'est pas Jimmie Åkesson qui va devenir le Premier ministre de Suède. Il n'est même pas certain qu'il y ait des démocrates suédois qui soient dans le gouvernement. Pour autant. Alors quand vous dites des démocrates suédois, c'est un peu... Pardon, je vous interromps parce que... Pardon, je reprends la main. Quand on dit démocrates suédois... Ouais. C'est l'extrême droite, hein. Oui. Parce que la dénomination est perturbée. Elle est vraiment perturbante. C'est le nom. Voilà, voilà. C'est le nom officiel, mais c'est le parti en effet la base. Le plus populiste sur la scène politique. Et il n'est même pas sûr qu'il soit au gouvernement. Mais il va peser et il va contraindre le Ulf Kristersson à certainement mettre dans sa politique des éléments
pour lequel il pense que il y a eu 8 ans de gouvernement social-démocrate, donc là, il va certainement vouloir, notamment sur les questions migratoires, peser. Donc, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et ça va être certainement très difficile pour l'ensemble des membres de la coalition de trouver non seulement la composition du gouvernement, mais la ligne sur laquelle, en effet, parce que sinon, il n'y a plus de majorité s'ils ne soutiennent pas le gouvernement. Et donc, il va falloir qu'ils composent avec la droite populiste qu'incarnent les démocrates suédois. Bon, donc la digue s'effrite. Ça fait plusieurs années qu'elle s'est effritée en Suède. Alors effectivement, on va détailler ça. D'abord avec vous, Béatrice Gibelin. Moi, j'ai été élevé, en quelque sorte, et je me suis à Sciences Po, avec ce modèle social-démocrate des pays du nord de l'Europe. Il n'existe plus depuis longtemps, il existe encore le modèle social-démocrate, je veux dire, il y a un parti qui était social-démocrate au pouvoir jusqu'à dimanche et qui a ces 3 sièges d'écart entre la gauche et la droite. Donc on ne peut pas dire, et c'est le premier parti, puisqu'il a eu 30% des voix. Oui. Voilà. Donc on ne peut pas dire que la social-démocratie a totalement disparu. Mais une extrême droite à 20%, on ne l'imaginait pas. Mais aussi, la situation en Suède a changé. C'est ça. En particulier, la situation de l'immigration. La Suède, c'est Olof Palme en 84, qui prend une politique extrêmement généreuse dans l'accueil des réfugiés politiques, surtout pour la Palestine. C'est ce qui a été sa motivation. Il y a toujours eu des étrangers en Suède, mais ils venaient de Finlande, ils venaient de Norvège, ils venaient de pays où ça posait pas de gros problèmes. Ce qui a posé problème, non pas dans les années 80, mais c'est ce qui a posé problème à partir du début des années 2000, parce que ça monte quand même depuis le début des années 2000, c'est l'arrivée d'une population immigrée qui est devenue assez massive rapportée à la population de la Suède. C'est quoi le ratio ? 10 millions d'habitants en Suède, 2 millions de population étrangère, dont, dans ces 2 millions, 1 million 150 000 qui est d'origine hors européenne. Donc, Éthiopiens, Somaliens, Afghans, Irakiens, Syriens, bien sûr. Parce qu'en Syrie, à partir de 2013, il a pris cette décision très généreuse qui était d'accorder l'asile politique permanent à tout Syrien qui arriverait en Suède, avec les avantages sociaux importants. Oui, parce que c'est un système protecteur, il faut le rappeler. Très protecteur. Il y a même des protecteur. Donc ceci, au bout d'un moment, aujourd'hui, on évalue, soyons prudents, au bout de 9 ans de présence, donc ça fait 2013-2022, si vous faites le calcul, au bout de 9 ans, la moitié des réfugiés sont au chômage, de ceux qui sont arrivés. C'est énorme. Et à partir de ce moment-là, toute une petite musique, tout un petit discours, surtout que vous pouvez y ajouter, dans certains quartiers, c'est vrai, une forme d'insécurité, de bataille de gang. On ne va pas faire les enfants de cœur en disant que tout va bien. Il faut affronter la réalité en face, évidemment. Affronter la réalité. Et ceci, je crois qu'il y a eu 100 policiers blessés, alors à quel niveau, je ne peux pas vous le dire, depuis le début de l'année 2022. Donc ceci suscite une inquiétude profonde sur qu'allons-nous devenir ? Est-ce que la Suède va rester la Suède ? On était si bien, si tranquille, si généreux, et voilà qu'on fout le camp. Erwan Lecoeur, on a souvent, nous journalistes, tendance à être un peu le nez dans le guidon et à manquer un peu de recul historique des poussées populistes ou des poussées d'extrême droite. En Suède, ou dans d'autres pays du nord de l'Europe, mais restons sur la Suède, simplifions, ça fait quoi ? Ça fait combien de décennies ? Ça a déjà existé dans les années 70 et 80. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a inventé plus ou moins le terme de populisme des nantis. C'est-à-dire que dans certains pays, dont la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et d'autres, Danemark, il y a eu déjà une montée du populisme de nantis qui ne voulait pas partager, ce qui a bien été expliqué, ce modèle extraordinaire, le consociationnisme des Pays-Bas. Eh bien, il y a Pim Fortuyn qui est arrivé, qui a dit « pas pour tout le monde ». On s'est battu pour des acquis sociaux, on est très généreux, mais à un moment, on l'est trop. Et donc, Pim Fortuyn a été un des signaux d'alarme des années 90-2000 qui a rénové quelque chose qui existait déjà. On s'en souvient peu, dans les années 70-80, déjà à l'époque, le modèle dont on parle avait déjà été mis entre guillemets à mal
beaucoup moindre qu'aujourd'hui, par le fait d'un afflux, en effet, d'un certain nombre de réfugiés des guerres de l'époque. Mais à l'époque, c'était des réfugiés qui venaient plutôt de l'Est. C'était par exemple des boat people, donc comme ils étaient anticommunistes, ça passait mieux. C'était des gens qui venaient d'autres pays en difficulté, de l'Est de l'Europe, etc. Aujourd'hui, et ça a été assez bien rappelé, nous avons une série de crises mondiales, dont la crise climatique, mais aussi les crises en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine, qui ont fait depuis une dizaine d'années des afflux d'immigrés qui ont été très bien accueillis en Suède, au sens où la Suède est un pays qui accueille bien, comme les Pays-Bas, comme d'autres pays comme cela. Et ce bon accueil, à un moment donné, est peut-être en effet dépassé par de nouveaux phénomènes, et notamment des phénomènes dont on parle peu, qui sont rarement évoqués. C'est ce que j'appellerais les mafias internationales qui pullulent sur le dos de ces migrations et qui, dans certains pays, dans certains quartiers, dans certaines zones, peuvent générer des phénomènes de violence d'ultra-violence que les gens voient et dont ils ont peur. Et ça génère en effet des points d'accès pour toutes les extrêmes droites, que ce soit en Italie, en France. À quelle fin ces excès de violence ? Alors, il y a plusieurs fins. D'abord, vous avez, comme ça vient d'être dit, plein de ces étrangers qui ne sont pas intégrés, qui n'arrivent plus à être intégrés pour tout un tas de raisons. Afflux, problèmes internes déjà à l'intérieur, et puis aussi parce qu'un certain nombre sont également, je dirais, tenus par des mafias qui sont restés au pays. On peut parler des Arméniens, on peut parler des Syriens, on peut parler des Afghans. Imaginons que quand les talibans arrivent, eh bien, il y a des millions de personnes qui veulent quitter l'Afghanistan et ils se retrouvent où ? Ils se retrouvent là où ils ont des contacts. Et donc, en Angleterre, en Suède ou même en France, en Belgique ou en Pays-Bas, eh bien, on va avoir des populations qui vont se sédentariser à des endroits en particulier et on va avoir des sous-mafias qui vont exploiter cette main-d'œuvre absolument captive. Complètement captive, et là on va avoir toutes sortes de trafics. Je rappelle, nous sommes dans un monde où les 3 marchés les plus florissants sont le sexe, la drogue et les armes. Donc à partir de là, vous voyez bien que ces gens-là... Ça, c'est mondial, ça. Hein. C'est mondial, et on en parle très peu. C'est un des problèmes auxquels nos pays sont affrontés. Ouais. Et c'est vrai que l'Europe, la Suède en premier, qui était parmi les pays les plus accueillants, les plus qui intégraient le mieux, eh bien la Suède est quelque part un peu aux avant-postes, un peu comme l'Italie dans un autre style. L'Italie est aux avant-postes parce que les immigrés débarquent sur les plages. La Suède, c'est l'endroit où ils arrivent et où quelque part c'était un Eldorado. Une fois qu'on était intégré en Suède, on pouvait refaire sa vie. Ouais. Quand on n'est plus intégré en Suède, alors en effet, il y a des phénomènes que les Suédois ne supportent pas parce qu'ils ont un pays qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus pacifié, beaucoup plus où on débat, où on discute et où le modèle social-démocrate est d'une certaine façon en train en effet d'être non pas mis en pièces, mais d'imploser de l'intérieur à cause de ces formes de violence visibles de plus en plus. Et dernier point, je me permets quand même, les médias privés, que ce soit en Angleterre, dans tous ces pays, il y a l'explosion des médias privés qui sont tenus par des milliardaires et qui pullulent et qui se nourrissent aussi de ces... États-Unis. Voilà, je parlais de l'Europe, donc je ne mettais pas... Les médias privés. Ah oui, bien sûr, oui, parlons de Fox News, d'accord, l'exemple. Voilà. Alors, je dis cela parce qu'on va parler de l'Italie, et le début de tout ça, c'est quand même Berlusconi. On en parlera tout à l'heure en détail de l'Italie. Allez-y, rapidement, il y a beaucoup d'éléments à Il y a la question de l'islam, il y a la question du statut de la femme. Or, en Suède, dans les pays scandinaves, l'égalité homme-femme était quand même une revendication de très long terme. Ils sont bien plus en avance que nous là-dessus. Et vraiment, le statut des femmes musulmanes, voilées, visibles, un rapport aux femmes dérange profondément cette société égalitaire homme-femme. Il faut pas le négliger, ce facteur-là, qui est beaucoup plus puissant que chez nous. Oui. Une réaction, celle de Gérard Larcher ce matin, le président du Sénat. La Suède et l'Italie payent la crise de résultats, notamment sur la question de l'immigration. On est en plein dans le thème de notre débat. Il appartient à notre pays d'en tirer les enseignements, évidemment. Il ramène ça à l'actualité politique française. Pascal Joannin, je reste sur le modèle suédois. Est-ce que ça a rendu les Suédois, vous avez employé le terme tout à l'heure, un peu angéliques face à cette montée de l'immigration et des problèmes liés à l'immigration, notamment l'immigration musulmane? Est-ce que ça leur a donné un temps de retard par rapport à la capacité à voir venir cette crise dont on parle aujourd'hui? Alors,
ils ont toujours été accueillants. Je ne vais pas redire ce que vous avez dit, madame, parce qu'en effet, c'est une terre d'accueil. On a beaucoup... et on se souvient qu'il y a des personnes qui ont trouvé refuge en Suède, qui était un pays neutre, je le rappelle aussi. Donc ça... Bien sûr. C'est pas anodin, parce qu'en effet, c'est un statut... Voilà. Et donc... Jusqu'à la semaine dernière, ou encore juridiquement, parce qu'il faut que ça soit ratifié par l'ensemble. Mais voilà. Donc, Attendez, allez au bout de la phrase, j'ai pas compris ce que vous dites. Jusqu'à la semaine dernière, parce qu'ils sont en processus pour entrer dans l'OTAN. D'accord, mais voilà, allons au bout des phrases, parce que tout le monde ne comprend pas ce que vous avez en tête quand vous l'exprimez pas. Voilà, donc ils étaient neutres, ils sont encore jusqu'à quelques semaines, puisque en effet le processus est en cours de ratification, et ils vont rentrer dans le... Pour d'autres raisons, c'est plus pour l'agression ukrainienne que pour l'immigration. Mais l'immigration, comme vous l'avez dit, ça fait depuis longtemps. Mais surtout, ils ont un nouveau leader qui en a fait, alors d'abord, sa feuille de route, qui a pas fait repoussoir. Il y a ça aussi. C'est pas le Rassemblement national. Alors ça m'intéresse. Comparons un peu à la France. Les gens du Front National, enfin, en Suède, il y a des partis divers et variés, mais les démocrates suédois, donc qui sont le parti populiste, ne siègent pas dans le groupe de Marine Le Pen et de Matteo Salvini, dont on va parler tout à l'heure. Ils siègent avec les Polonais réformateurs qui sont au pouvoir en Pologne, qui s'appelle le groupe conservateur et réformateur européen. Et où d'ailleurs, classer comment politiquement ? Alors à droite conservatrice, une droite conservatrice, traditionnelle, mais où il y a aussi les partisans de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Et donc on a bien en effet une extrême droite où il y a Marine Le Pen, Matteo Salvini, mais ni les démocrates suédois ni Fratelli d'Italia ne sont dans ce groupe. Et puis en effet, si on regarde les voisins qui ont eu une expérience de groupe, j'allais dire d'extrême droite, et qui les ont pris au gouvernement, ce qui n'est pas le cas encore de la Suède. Mais les vrais Finlandais, puisque les vrais Finlandais, ils sont arrivés au pouvoir il y a quelques années. C'était le deuxième parti, on les a mis au pouvoir, et qu'est-ce qui est arrivé au bout de 3 ans ? Ils ont implosé, parce qu'il y avait ceux qui étaient, je compose avec la réalité, le pragmatisme, et puis il y en a d'autres qui ont dit, jusqu'au bout, je reste sur la ligne, etc. Donc, si on participe au gouvernement quand on est un parti qui ne l'a jamais été, on risque fort d'avoir en effet des problèmes de cohésion et d'unité, parce qu'il y a la réalité, il y a le principe de réalité. Et donc, ce que vous avez dit pendant la campagne, vous ne le faites plus, parce qu'après, à un moment donné, c'est comme ça. Mais là, pour le cas des démocrates suédois, on va voir ce qui va se passer. Mais pour l'instant, ils sont en dehors du truc. Mais il va bien falloir qu'ils votent pour que la majorité modérée de droite puisse gouverner. Oui. C'est passionnant ce que vous venez de dire, et je voudrais vous entendre là-dessus, Erwan Lecoeur, parce que, évidemment, tous les partis politiques de droite et d'extrême droite sont en train de regarder ce qui se passe en Suède ou en Italie. C'est pas le même système, c'est la proportionnelle, bref, on peut un peu l'expliquer. Mais la question derrière tout ça, c'est est-ce que la droite traditionnelle peut revenir au pouvoir sans s'allier avec l'extrême droite ? De moins en moins. On a 2 phénomènes concurrents. D'une part, on a en effet la montée des populismes, je dirais médiatiques, et des populismes nationalistes sur la base de l'anti-islamisme et l'anti-immigrationnisme. Voilà. On a une montée de cela dans tout un tas de pays. Je dirais même en Inde. Même en Inde, c'est le musulman qui est l'anti-hindou. Et les fascistes hindous qui sont au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, pour ne pas le nommer, avec M. Modi, c'est contre les musulmans, qui sont la plus grande communauté musulmane du monde, quand même. C'est 12% de la population, sur 1,4 milliard, ça fait du monde. Et on a le Pakistan à côté. Donc, il y a là quelque chose qui est en train de monter, qui est ce qu'on a imaginé étant les suites du clash des civilisations Huntington dans les années 90. On avait 2 visions du monde. Il y avait la fin de l'histoire avec Fukuyama et Huntington avec le clash des civilisations. C'est le clash des civilisations qui vend le plus, qui est le plus vendeur, je dirais, qui est le plus simple à comprendre. Et donc qui marche le plus dans l'opinion. Qui marche le plus dans l'opinion. Et donc ces droites-là, ces droites populistes nationalistes, je parlais de Pim Fortuyn qui était un des premiers, on peut parler bien sûr en Finlande, il y a eu en Suisse, en Italie, Berlusconi en Italie a quand même commencé le populisme le plus dur, Le Pen évidemment pour nous en France. Bien, tous ces gens-là sont en progression parce qu'ils ont en effet amoindri leur discours sur certains points. Pas sur tous, mais sur certains. Et ils se sont focalisés sur un point essentiel, qui est d'abord l'islam est le problème. Même Marine Le Pen s'y est mise en 2008. Avant, il n'y avait pas de problème islam. Il y avait un problème immigration avec le père, Jean-Marie. À partir de 2008, c'est l'islam le problème. Et ça, c'est devenu européen. Et puis, deuxième point, c'est la préférence nationale, ce que j'appelle la rénovation de l'honneur ethnique. La rénovation de l'honneur ethnique, ça consiste à dire aux gens, vous êtes peut-être un peu bête, vous n'avez pas fait beaucoup d'études, vous ne courez pas vite, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas très intelligent, mais au moins vous êtes né ici, vous avez droit à quelque chose que ces immigrés n'ont pas le droit de demander à votre place. Et ça, c'est ce fameux populisme nationaliste des années 70-80 et qui aujourd'hui connaît un regain extrêmement fort de force et d'attrait
pour toute une partie de la population qui se sent abandonnée par les institutions, l'Église, l'école, l'État, et par les partis politiques traditionnels qui quand même s'effondrent. Là, ça vient d'être expliqué très bien. Si le parti des nouveaux démocrates, qui sont en fait un parti fondé par des néo-nazis, il ne faut pas se leurrer, au départ, c'est des néo-nazis. Ils ont édulcoré le discours, mais au départ, ce sont des néo-nazis. S'ils passent devant dans la coalition de droite, c'est parce que les autres se sont effondrés. Le parti de droite modéré, les partis libéraux qui, en gros, jouaient à touche-touche avec les sociodémocrates, sont encore plus bas. Et un peu comme en France récemment, on n'a plus de parti de droite. Comme en Italie, il n'y a plus de parti de droite, etc. dans d'autres pays. Tous les partis en Suède ont perdu par rapport aux élections de 2018, sauf les sociodémocrates de la Première ministre et le parti de on y reviendra dans un instant sur l'affaiblissement des partis traditionnels. On y consacrera quelques minutes, mais il y a donc, on parlait de la capacité de la droite à arriver à revenir au pouvoir avec une alliance de l'extrême droite. Laetitia, c'est intéressant de voir aussi, d'analyser ça sous le prisme du président de la République française, Emmanuel Macron, parce que c'est la hantise de son second mandat, c'est de voir Marine Le Pen lui succéder, en fait. Alors ça, c'est la communication du gouvernement, de l'Élysée, d'Emmanuel Macron. C'est un discours qui commence à fleurir un peu partout dans les médias. On le lit dans des propos rapportés du château, pour qui, oui, sa plus grande hantise serait de laisser finalement les clés du château à Marine Le Pen en 2027. Et dans la Macronie, Thomas, on lui a même donné un nom à ce phénomène. C'est l'effet Obama. Pourquoi ? Parce qu'après les 2 mandats du président américain, démocrate, qui avait promis de tout révolutionner, tout sur le plan sociétal, sur le plan des droits, même socio-économiques, finalement, a laissé les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. Donc, dans la bouche des macronistes, ça donne, je vais vous lire un propos rapporté dans le Parisien lundi, tenu par la députée Astrid Panossian, cofondatrice d'En Marche. C'était lors du séminaire des cadres à Metz, et elle l'a répété, donc on comprend bien que c'est de la communication, elle l'a répété pour les journées parlementaires. Elle dit: le danger après une réélection, c'est favoriser un pays polarisé à la fin du second mandat et la victoire d'un mouvement populiste. Notre responsabilité est immense et collective pour que nous ne soyons pas les prochains Obama européens. Vous y voyez une hypocrisie, pourquoi ? Totale, je dirais même du cynisme, parce que la polarisation du pays existait déjà avant 2022. Et pire, Emmanuel Macron a attisé, a joué avec le feu. Déjà, il a attisé le populisme en appelant, par exemple, ce sont vraiment des exemples concrets, en appelant Éric Zemmour après son agression, en allant voir le chantre du complotisme Didier Raoult à Marseille, en faisant des visites officielles. Et puis surtout, il a tout fait pour installer Marine Le Pen comme sa principale opposante au second tour. Donc, il pensait que comme ça, sa victoire serait assurée, ça a marché. Attendez, vous allez jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron est responsable des 89 députés RN à l'Assemblée ? Oui, on en avait souvent parlé ici l'année dernière, d'ailleurs, sur ce plateau. On l'avait dit souvent, le cordon sanitaire, le front républicain, vous savez, a complètement explosé. Donc oui, ils sont responsables. Et les macronistes ont même carrément brouillé les pistes. Je vous propose... courte interview, vraiment un extrait de ce qu'avait déclaré Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale, au soir de sa défaite après le premier tour des élections législatives. Tendez l'oreille. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Aujourd'hui, je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Il y a une volonté de détruire et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie. Et ça a été une ligne de crête pendant toute la campagne. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur le même plan le RN et LFI. Il me semble que c'est politiquement complètement abscon. Mais en tout cas, Emmanuel Macron, oui, est responsable d'une part d'avoir rendu davantage crédible Marine Le Pen, d'avoir institutionnalisé Marine Le Pen et finalement d'avoir fait le parti anti-système de son père, de l'avoir fait entrer dans le système. C'est ce qu'ils appellent au RN la stratégie de la cravate. Donc, ils ont bien compris que ça allait leur servir. Et donc, oui, l'effet Obama est une des hypothèses les plus probables. Béatrice Gibelin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Parce qu'il y a aussi une partie, il y a aussi des sociétés qui sont fracturées et ça n'attend pas Emmanuel Macron. Vraiment, faire de la seule manipulation de la part de Macron en Deus ex machina
et qui pourrait à ce moment-là... C'est pas de la manipulation, c'est une de ses responsabilités. Peut-être, mais pour moi, tel que vous le présentez, c'est quand même un peu... vous avez dit jouer avec le feu. Oui. Jouer avec le feu, c'est... La manipulation va avec la responsabilité. Manipuler, c'est aussi avoir un problème de responsabilité. Or, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce qu'on ne peut pas expliquer 89 députés ou 42% du score de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle uniquement... sans problème, sans difficulté. Bon, moi, je suis originaire du nord de la France. C'est pour ça que j'écoute Fabien Roussel. Fabien Roussel... il est très ancré dans ce territoire, pauvre depuis longtemps. Mais c'est important, parce que si vous regardez une carte électorale des résultats de Mélenchon, il fait très peu de choses dans le nord de la France. Il en fait dans le sud. Oui. Bien sûr, il en fait dans la Drôme. Pardon, je vais vous interrompre. Je ne voudrais pas trop qu'on s'éloigne quand même de la thématique du débat sur les extrêmes droites. Sur cette thématique-là, je veux dire, cette situation de désespérance. Vous avez dit quelque chose de très très juste, Herman Lecoeur. C'est le problème de la nation. Il vous reste votre nation. Vous n'êtes pas malin, vous n'avez pas de boulot, vous savez pas. Mais vous êtes. Vous avez le droit à quelque chose. Vous l'aviez dès 2019, je crois, dans la revue Hérodote. Sur la Suède, je reviens à la Suède. Vous parliez de ça, le choc entre les valeurs de la nation suédoise et J'avais fait un éditorial qui s'appelait Nation-Immigration. Oui. Voilà, parce que je pense que c'est une question importante. En France, la gauche parlait toujours de république et ne parlait pas de nation. Qui a parlé nation? C'est le Front National qui a récupéré la nation. Et ça a été une erreur majeure, vraiment majeure. La république, ça dit rien aux gens. La nation, ça leur parle. Ouais. C'est extrêmement important. Donc la situation française, avec 89 députés au RN, c'est le résultat d'une situation de fracture qui est importante, qui est très difficile à résoudre. Je ne dirais pas un yaka faucon, c'est très difficile. Et l'autre chose, c'est la dédiabolisation, ce grand savoir-faire, comme l'a fait d'ailleurs les démocrates suédois. Hein. C'est tout le monde, comme va le faire Giorgia Meloni. Hein. Elle prend le même chemin de dédiabolisation, avec une forme de banalisation. Et pourquoi on va vers eux? Parce qu'ils n'ont pas exercé le pouvoir, donc ils n'ont pas déçu. Allez, donc, tant qu'ils n'y sont pas allés, on peut penser que ça va s'arranger. Une autre réaction, celle sur cette percée de l'extrême droite en Suède et en Italie, celle de Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Elle était sur France Inter ce matin. C'est vrai que c'est inquiétant de voir la percée de l'extrême droite. On aura aussi les élections en Italie, comme vous savez. Et c'est inquiétant pourquoi? Parce que ça traduit d'abord un désarroi des électeurs qui se détournent des partis traditionnels pour chercher d'autres réponses. Et parce que dans ce qu'on a vu des réponses, elles sont en général soit instables. Un jour, on est pour l'euro, un jour, on n'est pas pour l'euro. Un jour, on soutient la Russie, puis on change d'avis. Donc cette incertitude est inquiétante. Sur les sujets sociétaux aussi, on le voit, le droit des minorités, le droit des femmes, le droit à l'avortement sont souvent remis en cause. On a des institutions européennes qui fonctionnent, donc on va travailler ensemble, on va respecter le choix des électeurs, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Alors il y a deux éléments dans cette réaction. Il y a la faiblesse des partis traditionnels, puis ensuite l'avenir de l'Union européenne. On va en parler dans un instant de l'Union européenne, mais sur la faiblesse des partis de gouvernement, Erwan Lecoeur, c'est pas un phénomène suédois, c'est pas un phénomène français, c'est même pas un phénomène européen, c'est plus vaste que ça. Oui. C'est très vaste. Je dirais que depuis la Convention et la répartition gauche-droite dans une salle au début entre les monarchistes d'un côté et les anti-monarchistes de l'autre, qui ont donné gauche et droite, depuis le début du XXe siècle, on n'avait pas vu à ce point un effondrement, un effritement de ce, entre guillemets, clivage, qui n'était pas un clivage, qui était en réalité une répartition dans deux camps sociopolitiques bien distincts, qui provenaient de loin. Si on regarde en sciences politiques, ça provient des rouges et des blancs. Les catholiques et les autres. Ça provient de très très loin. Il y a de très bonnes études sociologiques sur tout ça. Donc oui, il y a un effondrement donc on en a parlé sur ce plateau à de nombreuses reprises lors des élections. La tripolarisation du champ politique donne lieu à des recompositions dont je suis en partie d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure, dont profite largement un Emmanuel Macron, puisque d'une certaine façon, et M. Blanquer est absolument caricatural dans son analyse sociopolitique, il dit il y a les méchants d'extrême là, il y a les méchants d'extrême là, et nous on est le camp de la raison, le camp du bien. À un moment ça tient pas. Ça va finir par ne pas tenir. Ça tient plus.
Ça ne va plus tenir. Ça a tenu. Et donc, quand ça ne tient plus, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les méchants de là ou les méchants de là? Et d'une certaine façon, cette tripolarisation du champ politique, vous l'avez rappelé, est en cours dans bien des pays dans le monde. Elle se joue sur des modalités que j'appelle, pour ma part, depuis les années 90-2000, j'ai fait ma thèse sur le sujet politico-religieuse et pas seulement politique. Trump, Bolsonaro et les autres sont élus sur des modalités politico-religieuses. Et les démocrates en Suède, il y a aussi du politique et du religieux là-dedans. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une croisade contre quelque chose. Il y a aussi de l'ordre d'un combat renouvelé. Et là, vous avez raison. Cette nation, c'est pas juste une nation, c'est un combat civilisationnel qu'ils veulent incarner. Et donc, oui, en France comme ailleurs, nous sommes à deux doigts et moi, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu pathétique d'entendre une responsable dire, en gros, les autres sont instables, donc ne vous y fiez pas, quand même. Et puis, sur les droits des femmes, ils ne sont pas très, très forts. Si c'est tout ce qu'on a à dire de l'extrême droite aujourd'hui et du problème Mais l'effondrement des partis en Suède, c'est pas au niveau français. Au niveau français, on a quand même touché le fond des partis de droite de gouvernement et de gauche de gouvernement. Il y a une raison que vous n'avez pas à développer, parce que en Suède, en effet, il y a la montée de ce parti de populistes, mais et le parti social-démocrate et le parti chrétien-démocrate, à eux deux, ils font 40%. Donc il ne faut pas dire que c'est l'effondrement. En effet, c'est pas l'effondrement français. Et là, l'effondrement français, madame, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais en effet, comme Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, il y a pour les journalistes, en effet, quelque chose de nouveau, puisque à chaque fois, ils se sont fait battre. Et là, en effet, vous allez avoir, pendant 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il va y avoir forcément un nouveau président de la République. Allez, on parle de l'Italie. De vous dire qu'il va être président de la République dans 5 ans. Bah heureusement, sinon, vous vous rendez compte le nombre de débats qu'on a à faire d'ici là. Il nous reste moins d'un quart d'heure. Je voudrais qu'on parle de l'Italie et je propose à Tam Tranui de nous rejoindre. Peut-être, tiens, un coup d'œil au sondage. Dernier sondage, c'était 9 septembre, 46% pour la coalition de droite menée par Giorgia Meloni, 27% pour la coalition de centre-gauche. Voilà à peu près où on est. C'était le 9 septembre, donc à 15 jours du scrutin. Tam, on va apprendre peut-être, parce que je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ne la connaissent pas forcément, qui est Giorgia Meloni, qui pourrait devenir la première femme chef de gouvernement en Italie. Alors c'est la chef du parti Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, parti qui est en passe de l'emporter dans le cadre d'une coalition avec Forza Italia, de l'ex-président du Conseil Silvio Berlusconi, qu'on ne présente plus, et la Ligue de Matteo Salvini, qu'on ne présente plus non plus. Et il faut dire que la première différence avec Berlusconi et Salvini, c'est que Giorgia Meloni, elle n'a pas encore exercé le pouvoir, vous le disiez, Béatrice Gibelin. Elle s'est notamment refusée à participer au gouvernement d'union nationale de Mario Draghi, ce qui a mis Fratelli d'Italia en position de premier parti d'opposition. Au niveau du corpus idéologique, elle articule libéralisme économique et conservatisme sociétal, politique anti-musulman, anti-immigration, promotion de valeurs ultra-conservatrices fondées sur la religion et sur la famille traditionnelle. Et c'est justement en affirmant ces valeurs conservatrices, ultra-conservatrices, qu'elle est devenue célèbre. Et oui, Giorgia Meloni, pour les Italiens, c'est aussi un slogan. En 2019, elle est déjà installée dans le paysage politique, mais un discours va la faire complètement changer de catégorie. Elle s'oppose alors aux revendications LGBT, prononce quelques phrases qui vont devenir sa marque de fabrique, et puis un hit au sens propre. Regardez et écoutez. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Ça vous a fait sourire ces mots remixé, ont donné lieu à une vidéo qui a donc été virale, qui a été visionnée 12 millions de fois sur YouTube, qui fait d'elle une sorte de nouvelle icône pop. Et dans la foulée, il y a eu un livre qui a cartonné, qui s'appelle Io sono Giorgia, je m'appelle Giorgia, plus de 160 000 exemplaires en 3 mois, une autobiographie où elle raconte son parcours à la première personne, un récit à la fois intimiste et bien sûr plein d'idéologie, où elle explique comment se sont forgées ses positions ultra-conservatrices, elle qui a adhéré à 15 ans au front de la jeunesse du mouvement social italien. Ce mouvement, c'est l'héritier du Parti national fasciste de Benito Mussolini. Et d'ailleurs, elle essaye un peu de gommer cette partie de son histoire aujourd'hui ? Oui, parce que cette partie de son histoire, elle fait peur, elle en a bien conscience alors qu'elle n'est pas loin de l'emporter. Elle a donc enregistré un message destiné à rassurer à l'international. Écoutez ce qu'elle dit en français. J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro
et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire. Voilà pour le discours édulcoré, modéré. Reste la force de certains symboles. Le parti Fratelli d'Italia arbore encore toujours la flamme chère à la mystique fasciste comme logo. Cette même flamme que l'on retrouvait sur le premier logo du Front National. On va voir les 3 logos s'afficher. Le premier du Front National, à côté celui du mouvement social italien dont je parlais à l'instant, et puis celui de Fratelli d'Italia. Un logo pour ce qui est du Front National que Marine Le Pen a fini par complètement effacer lorsqu'elle a entrepris son projet de dédiabolisation du parti. Merci beaucoup Tam, c'était passionnant de découvrir le parcours de Giorgia Meloni. Béatrice Gibelin, jusqu'où on peut aller dans la comparaison avec une Marine Le Pen par exemple, d'après vous? La différence, c'est que Giorgia Meloni n'est pas une héritière avec un père qui avait fondé un parti et dans lequel elle a pu se glisser. En revanche, il y a quelqu'un avant Meloni qui est Fini. Et en fait, c'est Fini qui est l'homme du MSI, et héritier là, à ce moment-là direct du fascisme qui s'est créé juste après la guerre, essentiellement dans le sud de l'Italie d'ailleurs. Et Fini, il a véritablement fait basculer ce parti héritier du fascisme pour un parti qui a participé au gouvernement. Il a adoré être ministre. Il a été ministre plusieurs années dans plusieurs postes et il a vraiment fait évoluer l'image, peut-être pas tout à fait le fond, mais véritablement l'image de ce parti. Dans quelle année ? Ça, c'est les années... Il commence dans les années Berlusconi. Berlusconi, complètement. Et ça a beaucoup joué à ce moment-là, avec à droite quelqu'un qui a occupé l'espace, qui a été la Ligue du Nord, dont on parle toujours de Salvini, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine, sachant que dans la Ligue du Nord, le soutien des patrons italiens, ce qu'on appelle petits patrons, ils ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, de la Vénétie ou de la Lombardie, était très très important. Et ça a été des tremplins extrêmement importants. Donc Giorgia Meloni, elle ne tombe pas comme ça du ciel. Erwan Lecoeur, c'est la même stratégie de dédiabolisation qu'on voit à l'œuvre, oui, tout à fait. En France, en Italie ou dans d'autres pays d'ailleurs. Tout à fait, et vous l'avez très bien montré. Alors, je rappelle, moi j'ai travaillé sur les symboles en politique sur le Front National. Le MSI italien, ça voulait aussi dire Mussolini est toujours vivant. C'était la flamme, c'était en fait l'esprit de Mussolini au-dessus de son catafalque, c'est-à-dire de sa tombe, et son esprit est toujours vivant. C'était aussi ça que ça voulait dire le MSI, pas seulement Movimento Sociale Italiano. Et en effet, il y a une stratégie de dédiabolisation, mais en même temps, ça continue de s'appeler Fratelli. Et je reviens à ce que je disais précédemment. Les frères d'Italie. Qui d'autre s'appellent les frères à part les religieux et à part les musulmans aujourd'hui. Les frères musulmans, effectivement. Bien sûr. On a les frères musulmans et on a les frères d'Italie. Et quelque part, il y a là un combat, j'appelle ça un combat... à mon combat politico-religieux. On est dans du politique et du religieux. On a un mix de politique et de religieux. Et Trump ne fait rien d'autre. Et Bolsonaro ne fait rien d'autre. Je parlais de Modi en Inde. On peut parler de Poutine. Et son Église. Désormais, Poutine met l'Église à son service. Il y a quelque chose en ces débuts du XXIe siècle, je ne sais pas si Malraux l'avait déjà prédit, de retour du religieux le plus sauvage, le plus grégaire, le plus insupportable dans ce qu'il a de plus politique et de plus dur. Mais ce qui est étrange, c'est que Marine Le Pen ne s'appuie pas du tout là-dessus, puisqu'elle l'a dit pendant la campagne, l'islam n'est plus un problème. C'est devenu le problème d'Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord sur le fait que Giorgia et Marine Le Pen se ressemblent. L'ami de Marine Le Pen sur la scène politique italienne, c'est Matteo Salvini. Matteo Salvini, on l'a vu au pouvoir, puisque je vous rappelle que dans la coalition qu'il a menée avec le Cinque Stelle, il a été ministre de l'Intérieur, et ça s'est mal passé. Là encore, une histoire où des partis d'extrême droite arrivent au pouvoir, ils crient, et puis quand il y a la réalité, ça se termine mal. On en appelle à Mario Draghi, qui est tout sauf un homme politique, c'est un banquier, je rappelle, qui arrive à pacifier tout le monde, et c'est le mouvement Cinque Stelle, et la Lega et Berlusconi étaient pas loin derrière, qui a fait exploser le truc. C'est pour ça qu'on a des élections maintenant et pas en février, terme du truc. Deuxièmement, si Giorgia Meloni arrive aujourd'hui en tête, c'est parce que la gauche a failli en Italie. Il y a une coalition de droite. On revient à la faillite des partis traditionnels. De droite, avec Fratelli d'Italia, qui est le premier parti de cette coalition, la Lega, qui s'appelle plus du Nord d'ailleurs, la Lega, qui est toujours Salvini, qui est au milieu, et vous avez celui
qui a gouverné quand même l'Italie pendant un certain nombre d'années, etc., qui n'est pas mort à 86 ans politiquement, Silvio Berlusconi, qui est le troisième larron de Forza Italia. Il est à 7%. Donc, ça veut dire que cette coalition existe. À gauche, Enrico Letta, qu'on a bien connu parce qu'il a été ici longtemps à Paris, n'a pas réussi à faire une coalition. Et ses anciens amis du Parti démocrate qui sont partis, qui s'appellent le Centre, Matteo Renzi, ils ont aussi fait ils n'ont pas fait de coalition. Donc, si elle gagne, c'est parce que aussi... En Italie, la gauche et le centre-gauche et tout ce que concerne la gauche n'a pas réussi à faire de coalition. Et donc, c'est une vengeance un petit peu avec une femme, parce que si jamais elle arrive au pouvoir, ça sera vraiment une première. Oui, ce serait une première dans l'histoire du pays. On l'a dit tout à l'heure. Allez, moins de 5 minutes, ça file trop vite, mais ça prouve que le débat est passionnant. Pour parler des conséquences sur l'Union européenne. Et justement, on va entendre Enrico Letta, chef de file, on va dire, de l'opposition à Giorgia Meloni, secrétaire national du Parti démocrate italien. Écoutez. Son idée est une idée d'Europe comme Ligue des nations, dans laquelle chaque pays joue pour lui-même, dans lequel les décisions sont prises à l'unanimité, avec le droit de veto, comme Orban veut, ou comme Marine Le Pen veut. Une idée d'Europe dangereuse de mon point de vue, parce que l'Italie de Draghi, notre Italie, l'Italie du Parti démocrate, est en Europe comme moteur de l'intégration européenne. Et l'Italie de Giorgia Meloni, de la droite italienne, de Salvini, serait en Europe comme frein. Voilà, Enrico Letta, interviewé par Caroline de Camaret de France 24. Intégralité de cette interview à découvrir dans l'émission Ici l'Europe, qui sera diffusée ce samedi matin, 7h30, et puis aussi à 16h30 sur Public Sénat. Je vous redonne la parole. Est-ce qu'on va vers une Europe encore plus fracturée ? Avec la Suède et l'Italie, potentiellement. Il y a déjà, aujourd'hui... Il y en a déjà. Il y a la Hongrie, il y a la Pologne avec qui c'est pas simple non plus. La Hongrie, c'est encore un cas différent. Enfin, je veux dire, il ne faut pas mettre tous ces partis dans le même sac. Ils ne font pas une alliance. Ils se détestent même. Les Polonais et les Hongrois, qui sont mis un peu à l'encan aujourd'hui, ne le sont pas pour des mêmes raisons. D'abord, ils ne siègent pas dans les mêmes groupes, ils ne siègent pas dans la situation politique n'est pas la même. Ils ont des traits communs, je suis d'accord, il y a des traits communs à tous ces partis, conservateurs, valeurs, chrétiens, etc. Et ils sont rejoints aussi par le fait que les autres partis dans ces pays... À gauche, en Hongrie, ils ont même reconnu qu'ils avaient fraudé et qu'ils avaient fait des malversations. Donc voilà. Pourquoi on a Orban ? C'est parce que la gauche a fait des malversations. Et en Pologne, c'est une autre histoire. Mais tous ces partis ne sont pas au même. Donc on peut pas faire une ligne. Il n'y a pas une alliance. Il n'y a pas forcément une alliance pour bloquer l'Europe. C'est ce que vous nous dites. En effet, quand je dis que Giorgia Meloni n'est pas dans le même groupe que Marine Le Pen, ça file trop vite. Un mot là-dessus. Ça va pas être une union qui va. Il y a quand même, excusez-moi, il y a quand même quelque chose qui les rassemble, c'est d'une part qu'ils sont contre l'Union européenne telle qu'elle existe, ça c'est sûr, c'est certain, même s'ils sont dans des groupes différents, ils ont quand même de plus en plus de conversations ensemble, ils ont une internationale des nationalistes qui fonctionne bien, notamment sur Internet, ils ont des financements qui viennent des États-Unis. L'Union telle qu'elle existe, ils ne veulent pas en sortir. Ils ne veulent pas en sortir. Ah non, allez chez les Hongrois. Ils préfèrent rester à l'intérieur pour la faire exploser. Les Hongrois, il faut faire encore une différence entre les politiques et les citoyens. Quand vous faites des enquêtes d'opinion, ils veulent tous rester Dernier point, Erwan Lecoeur, et ensuite vous pouvez conclure. Ils sont tous soutenus fortement, officiellement ou pas, par un certain Monsieur Poutine, qui lui veut qu'il foute l'Europe à poil à l'intérieur de l'Europe. Je rappelle que les services de renseignement parlent tous en même temps. Les services de renseignement américains ont annoncé, je crois qu'ils sont sortis mardi, qu'il y avait au moins 300 millions de dollars qui avaient été distribués à des partis, à des candidats ça fait plus de 10 ans que clairement Poutine a ça comme objectif. À vous le mot de la conclusion, très vite, Béatrice Gibelin. Ce qui risque de faire bouger, c'est ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que tout le monde a annoncé une défaite de l'Ukraine assez rapidement parce que c'était la deuxième armée du monde, avec le soutien des Américains, mais pas seulement que les Russes étaient la deuxième, était la deuxième armée du monde, avec le soutien, on va dire rapidement, de l'Occident, mais surtout des Américains, et surtout parce qu'on se bat avec un sens important qui est la défense de sa patrie et de sa nation, ce qui n'est pas le cas évidemment des soldats russes. On verra bien, l'histoire est loin d'être terminée. Les Polonais et les Hongrois qui sont du côté, parce que là ils accueillent les réfugiés, il y en a plus que chez nous, et qui défendent en effet des valeurs qui sont la démocratie, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ils vont tous gagner, ils vont tous nous mettre. Il faut faire très attention, il faut être vigilant, mais c'est pas une famille qui va
va... voilà. Oui. Et Marine Le Pen, pour l'instant, elle n'est pas du tout dans aucun de ces petits groupes qui va gagner. Merci beaucoup, merci à tous. Je rappelle le titre de votre livre, Béatrice Gibelin, l'extrême droite en Europe, que vous aviez publié aux éditions La Découverte. Demain, Oriane Mancini vous donne rendez-vous pour une émission spéciale, puisque la matinale de Public Sénat sera en direct de Vichy pour le 18e congrès des régions de France. 2 rendez-vous notamment, entre autres, Renaud Muselier, président de la région PACA, Provence, 7h30, et puis Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ce sera à 8h. Belle soirée, salut.